Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde que j'anime aujourd'hui. Je suis Isabelle Contréas, journaliste à Livre Hebdo, que je pense vous connaissez tous et je suis donc avec, Laure Leroy, qui est fondatrice des éditions, Zulma, et aujourd'hui on va parler de littérature étrangère et de comment la valoriser, que ce soit en librairie ou en bibliothèque. C'est pas évident de mettre en avant aujourd'hui, la littérature étrangère. Heu, les lecteurs en général se tournent plus naturellement vers, les auteurs, français. De plus en plus, on le voit aussi beaucoup à Livre Hebdo vers, des best-sellers. Faut faire quand même un gros travail de prescription aujourd'hui, que ce soit en librairie ou en bibliothèque, et encore plus avec la littérature étrangère. Laure va, nous raconter, son expérience. Vous connaissez sûrement, le catalogue de Zulma, qui est donc essentiellement fait, d'auteurs, essentiellement je dis parce que pas que, d'auteurs, étrangers, et d'auteurs étrangers, pas forcément anglo-saxons. Au contraire, Laure y a tenu depuis le début à aller, vers des territoires, qui étaient moins traduits en France, donc en faisant ce pari de la diversité. Et en plus, depuis, l'an dernier, elle a ouvert une librairie. Plein de casquettes à aborder, pendant ces 50 minutes qu'on va passer ensemble. Alors moi, je vous le dis, j'ai toujours tendance à laisser la parole à tout le monde. Aujourd'hui, le but, c'est aussi que vous y participiez, que vous posiez des questions, qu'on puisse savoir quel est votre quotidien, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous aimeriez, améliorer, que ce soit le plus utile possible pour tout le monde. Voilà, on s'était dit ça avec Laure avant de démarrer. Voilà, je vais laisser Laure faire une petite présentation de Zulma et nous parler surtout de l'ouverture de cette librairie et de comment, surtout, elle a réfléchi à cette valorisation de la littérature étrangère concrètement en librairie. Voilà. Bonjour Laure. Oui, donc bonjour à tous. Donc profitons de ne pas être trop nombreux pour effectivement échanger. Voilà, quand il y a des trucs particuliers, n'hésitez pas. Donc Zulma, c'est une maison que j'ai créée, fondée il y a plus de 30 ans maintenant, et que j'ai totalement rénovée il y a une quinzaine d'années, et dont le catalogue se veut une offre des littératures du monde entier. Alors, aussi bien des littératures d'expression française que des littératures traduites, c'est des auteurs du monde entier. Et avec avec voilà un engagement très fort, c'est des livres qui sont à la fois de l'imaginaire et de la fiction pour dire le monde, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'imaginaire, en même temps beaucoup d'engagement. Enfin voilà, je ne vais pas vous résumer le catalogue de la maison, mais le fait est que la question du classement a très vite été une question qui nous tarabuste et qui nous turlupine très régulièrement. Donc le cas, et ça touche même les auteurs, disons, francophones, d'expression française. Donc voilà, je publie Yahya Bellaskri ou Boubacar Boris Diop, qui écrivent en français. Faut-il les classer en Algérie, au Sénégal ou en France? Et c'est déjà très casse-pied. Quand on a une romancière japonaise qui parle de Japon, mais qui vit en Allemagne et qui écrit en allemand, qu'est-ce qu'on fabrique avec ça? Et on a une volonté dans une maison comme Zulma et dans je suppose, vos médiathèques et bibliothèques, on a un désir constant, c'est de pouvoir apporter un livre jusqu'à son lecteur. Donc on se pose plein de questions. Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est le sujet du livre? Qu'est-ce qui va amener un lecteur jusque au livre? Alors finalement, après des années d'interrogation dans tous les sens sur tous ces sujets, je me suis dit que la chose la plus intéressante, c'était d'abord d'avoir un classement très simple par langue. Donc c'est la langue dans laquelle l'auteur écrit. Alors qu'ils viennent d'un endroit ou d'un autre, peu importe, il raconte ce qu'il veut. La langue dans laquelle il écrit, c'est vraiment la chose qui doit permettre d'établir
un classement. Et quand je dis la langue dans laquelle quelqu'un écrit, je pourrais le répéter 2-3 fois, mais ça veut dire qu'il y a le français, et puis il n'y a pas le paquet de toutes les autres langues. Il n'y a pas non plus le français, l'anglais et le reste. Il y a chaque langue dans laquelle quelqu'un écrit. Alors quand on a créé quand on a créé notre site internet, on était obligé de classer. Quand on a créé la librairie, on était également obligé de classer, parce que tant qu'on se contente de juste publier des livres et de dire ça c'est dans ma collection de littérature, on n'est pas obligé de classer. Mais dès lors qu'on présente les livres à un lecteur, que ces livres sont là physiquement, on est bien obligé de les ranger d'une manière ou d'une autre. Mais quand on décide, quand tu décides justement de mettre ça par langue et chaque langue a sa place, ça veut dire que même si par exemple il y a potentiellement plus d'auteurs français, on va pas les voir en arrivant à la librairie. On va peut-être tous sont classés, tous ont la même place. En tout cas, il n'y a pas une tête de gondole française plus forte. Après, on a essayé, vu qu'on voulait offrir dans la librairie, donc là on va direct dans le vif, on voulait offrir, moi je voulais absolument que dans cette librairie, on puisse trouver des auteurs et de la littérature de toutes les langues possibles. Donc, je voulais, après, c'est dans un deuxième temps, je voulais que dans chacune de ces langues, on puisse offrir au lecteur une sélection qui soit pas la gare des Michards ou juste une offre patrimoniale ou juste une offre des meilleures ventes. Je voulais que dans chaque domaine linguistique, on ait en plus un travail particulier qui a été fait pour trouver des pépites. Alors, je fais des tas de tours et détours, mais on a souvent des questions de gens, genre, je sais pas, le guide du routard qui fait une petite page sur que lire si on va quelque part. Alors, l'exemple, c'est un peu débile, mais je veux dire, vous allez en Irlande, vous allez lire Joyce et Ulysse. Genre, certes, c'est une œuvre patrimoniale, représentative de la littérature irlandaise, mais je veux bien donner ma main à couper, rendre mon tablier. Quel est le taux de personnes qui achètent le guide du routard pour aller en Irlande et qui vont lire, pas juste l'acheter. Joyce pendant son voyage. Voilà, donc ce que les gens ont envie de découvrir quand ils vont n'importe où dans le monde ou même dans n'importe quelle région du monde, mais si on est dans cette optique-là, ils veulent il faut réussir à trouver une sélection de lectures qui sont assez fortes, assez puissantes pour plaire au lecteur le plus exigeant et qui sont assez simples et abordables pour également plaire à des lecteurs plus novices, plus volatiles. Donc je trouve que voilà, c'est l'exercice qu'on a fait en tout cas dans la librairie. C'est l'exercice qu'on fait dans la collection de poche de Zulma. Donc en littérature de langue catalane, par exemple, on s'est vraiment interrogé, on s'est dit qu'est-ce qui est vraiment chouette. Alors dans l'équipe, on s'est demandé qui a lu quoi. On a un taux de, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce taux de lecture, mais enfin, dans les livres qui constituent le fond de la librairie, il y en a quand même 1500. On doit avoir 60% des livres ont été lus par quelqu'un de l'équipe et peut-être que 80% des auteurs ont été lus. Donc on se dit, voilà, en littérature catalane, qu'est-ce qu'on aurait envie de partager? En littérature bulgare, en littérature tchèque, à chaque fois, on a pris ce qui était disponible, traduit du tchèque. Et on a regardé cette liste et on s'est dit, c'est quoi les livres qui ne sont pas juste des pépites, qui ne sont pas juste des trucs patrimoniaux,
qui sont pas juste des best-sellers, mais qui sont ces sortes de livres qui sont des livres pour des lecteurs. Je sais pas comment je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Si c'est pas clair, je vais essayer de le redire différemment. Et il me semblait aussi que dans beaucoup d'endroits, on a la littérature française, souvent la littérature anglo-saxonne, et souvent on a le reste. Mais comment vous voulez découvrir le reste? Comment? Mais même, on va enlever déjà les anglais, anglophones, francophones, mais quand on a un mur de rayons de livres, et je ne parle pas des tables, parce que sur les tables, c'est justement le lieu de faire des mises en avant croisées, de se dire on va faire une jolie mise en avant sur les Caraïbes, et là on pourra mélanger des livres de cuisine et des livres de voyage, des livres de photos et de la BD, de la jeunesse, mais on pourra aussi mélanger des livres écrits dans toutes les langues dans lesquelles des auteurs écrivent. Des auteurs des Caraïbes écrivent, et puis on pourra aussi mettre des auteurs qui ne sont pas du tout des Caraïbes, mais qui parlent des Caraïbes dans des livres qui sont particulièrement remarquables. Donc ça, c'est le moment de la mise en avant. Mais dans le fond, dans le classement, quand on a un mur de livres et c'est classé par alpha auteur, franchement, moi je trouve que c'est tue l'amour. Je peux pas, j'ai jamais découvert un livre comme ça. En revanche, je me suis dit, même quand j'ai fait ce travail d'assortiment de la librairie, finalement, après quelques petits moments réjouissants, je pouvais faire ma maline en ayant lu tellement de livres, en étant tellement cultivée, intelligente et tout ça, je me suis quand même trouvée face à des murs de ma propre inculture. Donc j'étais là devant littérature bulgare. Alors j'avais sorti depuis Electre, toutes les traductions du bulgare disponibles dans le domaine de la fiction. Et j'étais là, je regardais la liste, je me disais putain, j'en ai pas lu un. C'est vraiment, mais je fais quoi avec ça? Comment je propose d'avoir entre 5 et 10 livres traduits du bulgare dans mon machin, maintenant que je me suis donné ça comme impératif. Bon, j'en ai lu un, j'en ai lu deux. J'ai essayé de regarder qu'est-ce qui ressemblait à du patrimonial ou à du best-seller, ou qu'est-ce qui pouvait ressembler à un livre qui était recommandé par un autre auteur d'un autre livre que j'avais trouvé bien. Enfin, j'ai essayé de faire toutes sortes de croisements. À la fin, j'ai une proposition, je ne sais plus lesquelles, de 5 livres traduits du bulgare. A priori, j'en avais pas lu un. Mais voilà, j'ai fait cet exercice-là. Et puis, une fois que les livres sont arrivés... Non, j'étais quand même un peu honteuse pour le cas du bulgare, vraiment. Et en plus, aucun de mes collègues chez Ulma n'avait lu aucun de ses livres traduits du bulgare. On s'est dit vraiment, mais il y a un trou noir sur la carte. Et donc, j'en ai pris un. Je me suis dit, voilà, commençons au moins. J'aurais un truc à proposer aux clients qui s'intéressaient à la Bulgarie. J'aurais au moins lui dire celui-là, c'est machin. Alors, c'était le Pentateuch de Angel Wagenstein, que d'ailleurs je vais reprendre en poche à l'automne, et c'était une pépite extraordinaire. C'est un livre, c'est un chef-d'œuvre d'humour juif. C'est drôle, c'est profond, c'est grave, c'est triste, c'est important. Mais, du coup, à ce moment-là, quand tu découvres ce livre-là, première lecture du bulgare, tu tombes en plus sur un coup de cœur et tu te dis, bon, Bonco, on va le mettre dans la librairie. Non seulement on va le mettre dans la librairie, mais en plus on va le mettre en avant. Comment faire pour pas véritablement écrire un petit papier coup de cœur, mais comment transmettre cet enthousiasme? Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, alors je vois des références qui y ressemblent, des mots, des termes, aventure, j'en sais rien. Comment tu te dis que tu vas mettre en avant cet auteur inconnu, on va le dire, en Bretagne, où se trouve cette librairie, pour le grand public? Normandie, pardon, excuse-moi. Comment faire à ce moment-là? Moi, je pense que il faut bon, on regarde la liste des meilleures ventes. Il y a évidemment des tas de livres qui se vendent beaucoup et dont je trouve souvent l'écriture est quand même un peu simplette. Donc personnellement, j'aimerais bien amener les lecteurs à des lectures
un peu plus élaborés ou un peu plus complexes. Mais malgré tout, complètement accessible. Donc il se trouve que dans cette librairie, et alors l'expérience de cette librairie, elle était précédée d'une autre expérience qui était une librairie éphémère qu'on avait fait à Veules-les-Roses, où on avait tout le catalogue de Zulma dans une serre chez un pépiniériste en cœur de village. Et donc il n'y avait que du Zulma. Et dans un petit village, petite station balnéaire, où il n'y a pas de librairie, pas de maison de presse, rien. Donc on a, pendant 2 étés de suite, on a fait ça. Et pendant 2 étés de suite, on a eu des dames, pour la plupart, qui arrivaient désespérées parce qu'elles étaient parties pour la journée à la plage, elles avaient oublié leur livre. Donc c'était, et on a plein d'histoires un peu rigolotes. Enfin, je sais pas, c'est peut-être bête et méchant, mais là, une dame, du coup, je lui demande qu'est-ce que vous lisez? Moi, je vais vous trouver un livre qui va vous plaire. Même dans mon catalogue, qui est réputé plus élitiste, je peux trouver des livres pour tout le monde. Et la dame me dit non, mais moi j'adore lire, je suis une super grosse lectrice. Et puis je lis évidemment, je lis Musso, Lévy, Bussy, Valogne, machin, enfin les classiques quoi. Je me dis, bon, ok, les classiques, mais c'est vrai. Les classiques GFK. Les classiques de GFK, exactement. Mais du coup, je lui ai proposé je sais plus ce que je lui ai proposé, peut-être Rosa Candida d'Odura Vaolafs de Tir, ou Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, ou je sais plus quoi d'autre, ou Grand-père avait un éléphant de Vaikom Mohamed Bachir. Parce que dans le catalogue de Zulma, il y a des choses qui sont parfaitement accessibles au commun des mortels, mais qui seront peut-être plus fortes, plus émotionnelles, plus sensibles, plus belles, enfin que moi je classerais davantage dans la littérature. Et la dame, elle est repartie toute contente. Et non seulement elle est repartie toute contente, mais après tout l'été, elle nous a ramené ses copines, parce qu'elle trouvait que c'était un endroit vachement sympa. Donc, je veux pas à aucun moment prendre les gens pour des imbéciles ou les traiter de haut ou leur dire que moi je suis une intello et que eux ils lisent de la romance à 2 balles. Ça a aucun intérêt. C'est quelqu'un qui aime lire, c'est quelqu'un qui est pour qui l'espace imaginaire est sûrement aussi important que pour moi, qui se projette dans des mondes. Et qui peut tout à fait... moi aussi, quand j'étais petite, j'ai lu les Jalna, les Jean de Mogador, tous les Cronins qui étaient dans la bibliothèque de ma grand-mère, plein de romances, enfin de ma grand-mère, hein, donc c'était romance d'époque. Bref, des histoires de blouse blanche et d'amour et tout ça. J'en ai lu aussi plein. Et on a ce qui fait le goût de la lecture, c'est le goût de se projeter dans une histoire, dans un autre univers, de vivre d'autres vies. Et mais c'est justement ça peut-être l'argument, c'est de dire aux gens qu'en fait finalement la littérature étrangère fait rêver d'autres cultures, d'au-delà. Ce que je veux dire, c'est que en classant les livres par petites zones, où on dit là c'est du catalan, ou là c'est du bulgare, du slovène, du slovaque, du je sais pas quoi, et que dans chaque mini-ensemble, on a créé des micro-zones. Déjà, rien qu'en faisant ça, on est sorti du mur de l'alpha hauteur, parce que vous pourrez me dire je fais les A et les B et les C, ça fait des microzones aussi, mais en fait si on fait des microzones avec les langues, on est sur un truc hyper simple, hyper objectif, on n'a pas de questions à se poser, c'est les langues, c'est écrit sur le livre, on peut pas se tromper, et ça crée des microzones, des découpages, et ces découpages qui sont strictement objectifs peuvent commencer à faire rêver le lecteur, parce il y en a qui vont rêver de Slovénie, d'autres de plages croates, l'autre c'est le Grand Nord qui lui plaira, le 4e il aura envie de je sais pas quoi d'autre. Donc on commence en segmentant les choses selon un critère qui ne pose pas de problème d'état d'âme. On segmente et on crée des microzones. Après, on peut réfléchir à la constitution de chacune de ces microzones
pour réussir à, comment dire, à, à affiner l'offre qu'on va pouvoir avoir, parce que je pense que soi-même, en tout cas moi, quand je suis devant un mur alphabétique, ça me tue. Je sais même plus par quel bout le prendre. Donc j'ai besoin de l'organiser, j'ai besoin de le découper. Et après, une fois que ça, c'est mon mur de rayonnage, et ensuite, j'ai mes tables de présentation et de mise en avant. Et là, je vais pouvoir m'amuser à faire des trucs plus subjectifs qui consisteront à dire, bah voilà, l'espace Caraïbe, moi j'adore, donc bah, je vais mettre là-dedans, chez Zulma, bah, il y a Kai Miller qui est jamaïcain anglophone, il y a Maria Santos Febres qui est portoricaine hispanophone, et puis il y a Dany Laferrière qui est francophone haïtien. J'ai un espace Caraïbe, c'est vachement, enfin, et ça mélange des langues, et dedans je pourrais rajouter des auteurs, ça me vient pas à l'esprit là, mais voilà, qui parlent de Caraïbes et qui sont super, et dont les auteurs ne sont pas eux-mêmes caribéens, mais où il y a cette thématique qui est forte. Mais ça, c'est le côté créatif, subjectif, etc. Mais comme on peut pas être derrière chaque lecteur et on n'a pas que des tables de mise en avant, il faut bien organiser le reste du monde. Et je trouve que après, nous, on a fait l'effort, on s'est dit une étagère pour le français, une étagère pour l'anglais. J'ai essayé de classer l'anglais, mais là, je me suis dit, c'est trop compliqué. Restons-en au critère de langue, hein, qui est vraiment le critère objectif, parce que le mec il est en Écosse à un moment, on se dit tiens on va faire un rayon Écosse, c'est super sympa, mais en fait après il déménage aux États-Unis, il est plus écossais, il est je sais pas quoi, et puis non c'est trop compliqué, la langue, juste la langue dans laquelle c'est écrit. Et puis si par malheur le même auteur change de langue, et ben tant pis pour Nabokov, hein, il sera pour la moitié de son œuvre en russe, pour l'autre moitié en anglais, et tant pis pour lui. Mais on a besoin d'avoir des trucs objectifs. Et je trouve que la langue, c'est... Et puis, c'est quelque chose qui est très littéraire. Et puis, c'est pas une... Je sais que Dany Laferrière, il parle souvent de l'injure géographique. Moi, ça me tue de devoir dire je dois te mettre dans une petite case et c'est la case de l'oncle Tom, c'est le cas de le dire. Mais je veux dire, voilà, là, je publie, voilà, c'est le Festival du Livre de Paris s'intéresse cette année à la littérature italienne. Moi, j'ai une super romancière de langue italienne que j'ai publiée là en mars, qui s'appelle Uba Cristina Alifara. Et Uba, en fait, voilà. Est-ce qu'en fait, elle est quelque chose? Pourquoi elle devrait être en fait quelque chose en termes de nationalité, d'identité, de je sais pas quoi? Elle a grandi en Somalie, sa mère est italienne, autrement dit, sa mère est blanche, son père est noir, elle est entre les deux. Et elle a grandi à Mogadiscio. En même temps, sa langue maternelle, c'est l'italien. Sa langue d'écriture, c'est l'italien. Et puis, finalement, quand il s'agit de mettre en avant la littérature italienne, on se dit, mais genre, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? En plus, elle parle de Somalie. Elle parle de la diaspora somalienne. Qu'est-ce que c'est que cette injure de vouloir caser les gens et de dire, elle est quoi? Elle est italienne ou elle n'est pas italienne? Ou elle est somalie ou elle n'est pas... Parce que c'est vrai donc- qu'on en parlait en préparant cette table ronde. On a de plus en plus souvent, on parle de moins en moins des livres qui vont paraître, mais des auteurs qui sont derrière ces livres. C'est-à-dire que tel auteur anglo-saxon était le finaliste du Booker Prize, première traduction en français de cette personne qui a moins de 40 ans, qui vient de New York. Généralement, c'est anglo-saxon, hein, mais je fais depuis 6 ans le dossier sur la littérature étrangère à la rentrée littéraire pour Livre Hebdo. Et en fait, je me rends compte, comme dit Laure, que on parle plus de la personnalité et de qui incarne ce bouquin que du bouquin, en gros, qui veut. Oui, mais quand comme même... les C'est un peu personnalités, dommage aussi. les personnalités,
elles sont, comme beaucoup d'entre nous, peut-être pas tout le monde plus ou moins, mais finalement, on est tous faits de brassage. On n'a pas une identité unique qui permettrait de nous ranger dans un classement quelconque. On a une histoire, on a des familles de paternelles, maternelles, d'adoption, on a des langues et des cultures dans lesquelles on s'est immergé pour telle et telle raison. On a été fabriqué, mais on s'est fabriqué soi-même. On est constitué de plein d'histoires. On ne peut pas classer les gens. Les gens, ils sont uniques. Ils ont des parcours tellement divers que c'est vraiment une injure de devoir les classer quelque part. Ils ont vraiment... Donc, et c'est ce qu'on aime dans ces auteurs, c'est qu'ils sont uniques, ils sont divers et chacun a refait son propre mélange culturel avec des choses très variées. Donc, sauf que physiquement, on est obligé de classer les livres. Médiatiquement, on a des personnalités. Dans un machin de classement, il faut bien qu'on les classe d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que je trouve que la langue d'écriture, elle est vraiment importante parce que on touche. C'est pas un truc arbitraire extérieur à la littérature. La langue, c'est le matériau constitutif de la littérature. Donc ça n'a rien d'absurde de classer la chose par la langue. Je veux dire, Odurava Ólafsdóttir, elle est islandaise, il se trouve qu'elle écrit en islandais. Il y a aujourd'hui des auteurs islandais qui n'écrivent pas en islandais, qui écrivent en anglais. Mais c'est leur choix, c'est leur truc, c'est leur parcours. Chez moi, ils ne seront pas classés en Islande. Ils vont être classés en anglo-saxon, parce qu'ils écrivent en anglais, parce que c'est un choix profond. Et quelqu'un qui veut écrire en islandais sera classé en islandais, et on ne va pas lui demander ses papiers. On ne va pas lui demander... je veux dire, quel est le justificatif de votre nationalité, de votre parcours, de votre parent. Ça suffit avec toutes ces identités et toutes ces justifications qu'on nous demande en permanence. Un auteur écrit dans une langue, c'est le propre de la littérature. Ce ne serait pas vrai pour le cinéma, ce ne serait pas vrai pour la peinture, ce ne serait pas vrai pour je ne sais pas quoi. Que eux, ils se démerdent avec leurs problèmes. Nous, on est dans la littérature en ce qui nous concerne pour le moment. Et donc, c'est la langue qui est vraiment ce qui est intrinsèque à la chose. Et chaque auteur écrit dans chaque langue, mais nous, ça va nous permettre de créer des micro-univers dans lesquels on pourra amener les lecteurs. Et donc, ce que je vous disais là, c'est qu'on s'est dit une étagère francophone, une étagère anglophone et 3 étagères pour les autres langues. Alors, ça nous oblige à comprimer la littérature française à ce qu'on préfère, pas aux meilleures ventes, aux livres qui vont rendre les lecteurs heureux. C'est ça le critère. Mais un livre, il doit rendre tout un éventail de lecteurs heureux. Ne prenons pas les gens pour des imbéciles et ne nous faisons pas plaisir bêtement en mettant en rayon comme si c'était une histoire de la littérature. Je veux dire que il y a des livres, oui, c'est des chefs-d'œuvre de la littérature, mais si j'ai pas de place, tant pis, je vais mettre autre chose. Mais je vais pas non plus mettre autre chose en me disant que je vais attirer des gens avec les livres de la liste des meilleures ventes. Ça sert à rien. Les gens, ils viennent parce qu'ils ont envie de conseils, ils ont envie de découvrir, ils ont envie d'entendre autre chose. Donc autant pour les Français et les Anglais, on est obligé de faire un effort vraiment de choix dans les critères que je viens de vous donner, et autant dans les autres littératures, on est obligé de bouger son cul, on est obligé de bouger ses neurones, on est obligé de réfléchir, on est obligé de soi-même se bousculer pour élargir nos propres horizons, parce que sinon, le rayon bulgare reste désespérément vide. Et moi, la Bulgarie, c'est pas mon truc du tout dans la vie. Je suis pas trop
Europe de l'Est. Bon, mais peu importe. Je veux dire, une fois que je m'y intéresse, je vais trouver des choses passionnantes que j'aurai envie de partager avec des gens. Quels sont les principaux freins que vous trouvez, vous, au quotidien en ce qui concerne la valorisation justement de la littérature étrangère? La question que je me posais, c'est pas grave, je pense que tout le monde m'entend, par rapport au... Oui, vous parliez de territoire où l'imaginaire est investi. Et moi, en ce qui me concerne, la zone de la Bulgarie, elle est vide, enfin, dans mon espace mental. Et je pense que ça doit être le cas d'un certain nombre de personnes, d'autres personnes. Et comment est-ce que vous faites pour nourrir cet imaginaire? Parce que je pense que si on fait de l'UX, si on regarde les déplacements d'un usager, que ce soit dans une bibliothèque ou dans une librairie, on va voir qu'il y a des zones, des rayonnages qui ne sont pas du tout fréquentés. Et moi, c'est une question que je me pose dans ma bibliothèque. Comment, et en plus, on n'a pas forcément la même présence que vous, enfin, auprès des rayonnages, comme les libraires. Donc parfois, voilà, on sera dans nos bureaux ou on ne sera pas à côté de nos collections pour les mettre en avant. Et souvent, ça passe par des tables thématiques qui, justement, vont s'appuyer sur en fait, des catégorisations, des découpages, et qui vont un peu saucissonner en fait, nos collections. Et souvent, on va s'appuyer en fait, sur des clichés. Enfin, c'est triste à dire. En fait, au fond, je crois que c'est des métiers que on peut pas faire si on n'a pas... Enfin, il faut lire les livres et avoir envie de les conseiller. Donc, effectivement, quand ils sont dans les rayonnages, c'est un peu dur, difficile. Mais, je veux dire, on a chacun les zones du monde qui nous intéressent. Bon, puisqu'on est dans... Voilà, il y a d'autres manières, mais sur une table de mise en avant, on va pouvoir mettre en avant des choses. Moi, si j'avais imaginé... je sais pas... J'aime beaucoup la littérature yiddish, par exemple. J'aurais jamais imaginé que j'avais ce chef-d'œuvre de l'humour juif par un auteur bulgare, par exemple. Donc, on peut, comment dire, par des tables thématiques, on peut réussir à revaloriser des textes et à les remettre en avant, évidemment. Mais je trouvais que déjà de le classer par langue, ça permettait d'avoir un micro-classement qui permet déjà à des lecteurs de trouver quelque chose. Donc c'était le classement de la littérature étrangère. Je trouve qu'on peut là faire quelque chose qu'on ne peut pas faire sur la littérature anglo-saxonne, qu'on ne peut pas faire sur la littérature d'expression française, parce que si on se met à faire des classements là-dedans, on tombe dans le politique, on tombe dans l'identitaire, on tombe dans des prises de position, des choix qui sont hyper complexes et qui sont finalement, à mon sens, impossibles. Et donc, quelque part, on ne peut pas y toucher. Tahar Ben Jelloun, Yahya Bellaskri, Mohamed Dib, ils écrivent en français. C'est l'espace d'expression de la langue française. Et francophone, ça m'énerve un peu parce que des fois, c'est comme ceux qui parlent en français, qui écrivent en français, mais qui ne sont pas français. Mais après, voilà, chacun a son interprétation de ce mot un peu bizarre. On ne peut pas le faire avec les anglophones, c'est super compliqué aussi. Mais on peut se dire que le monde n'est pas fait que de ces deux espaces-là, et que le monde, il est beaucoup plus vaste, et que c'est aussi une manière de faire un apprentissage de la diversité et déjà commencer à éveiller la curiosité par ce classement-là. Après, pour vous répondre différemment, nous, on a imaginé, d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire, mais on a imaginé de faire tous les mois une masterclass sur une littérature. De traduction. Donc le mois dernier, on a fait une masterclass sur la littérature traduite du grec.
Ce mois-ci, c'est la littérature traduite du tchèque. Le mois prochain, ce sera le norvégien. Donc on a à la fois une rencontre physique dans la librairie en Normandie, à Veules-les-Roses, et on a une masterclass en visio avec un traducteur de ce domaine, cet espace linguistique. Donc souvent, les traducteurs sont des passionnés, sont des gens généreux et qui vont à la fois nous parler de livres qu'ils ont eux-mêmes traduits, mais aussi de manière plus vaste d'une vision, d'une proposition de cette littérature. C'est quels seraient les livres qui seraient des portes pour entrer dans cet univers-là. Et donc, on a fait avec Nicolas Pallier sur la littérature traduite du grec. Là, on va avoir Benoît Meunier sur la littérature traduite du tchèque, et Jean-Baptiste Courceau viendra nous parler de la littérature traduite du norvégien. Bon, ben ça, c'est une masterclass qui est un peu professionnelle, à destination des libraires ou des bibliothécaires, médiathécaires. Mais un moyen peut-être aussi justement de casser les clichés et se dire que pour la littérature traduite du grec, il n'y a pas que Zorba et qu'en fait il y a des voix singulières qu'il peut, donc ce traducteur-là, mettre en avant. Une nouvelle génération aussi d'écrivains grecque qui est traduite en France et peut-être aller au-delà de ce qu'on connaît ou de ce qu'on connaît pas, parce que effectivement le bulgare, moi comme vous, je suis au même point, donc non, c'est peut-être un bon moyen aussi pour donner des clés aussi aux professionnels pour ensuite défendre la littérature. Et aussi, je pense qu'il y a un moment où si notre objectif, mon objectif dans ma librairie, c'est de vendre des livres que j'aime. Enfin, je veux dire, de vendre des livres et en même temps de ne pas j'ai envie de faire quelque chose que j'aime. Voilà, c'est trop de travail. Je vais pas m'emmerder pour aller vendre des livres que je trouve débiles ou pas intéressants, juste pour gagner de l'argent. Sinon, si je veux gagner de l'argent, je n'ouvre pas une librairie, quoi. Donc là, dès lors qu'on a fait le choix d'ouvrir cette librairie, on va faire le choix qui va avec de défendre des choses qu'on aime. Et on peut être un peu généreux dans ce qu'on aime, et on peut être aussi un peu bête ou un peu facile. Voilà. Mais je pense que c'est important de recréer des espaces où quelqu'un parle à quelqu'un, où quelqu'un a choisi des trucs pour les proposer, les offrir à quelqu'un d'autre. C'est une personne qui parle à une autre personne. Et donc quand on fait une table, ou quand on fait son petit rayon bulgare, ou quand on fait... Si on le fait avec l'idée qu'on est en train de parler à quelqu'un, en fait, ce faisant, je pense qu'on ne le fera pas de la même manière. On n'est pas en train... Il y a un truc très simple aussi. Je me suis beaucoup décarcassée sur le rayon allemand. C'était la littérature de langue allemande. J'ai trouvé ça super compliqué parce qu'il y a plein de classiques, peut-être que j'avais lu plus que dans d'autres domaines, mais comment dire, c'était beaucoup plus difficile sur la littérature allemande pour moi de faire la différence entre je fais ma maline parce que j'ai lu plein de trucs que vous n'avez pas lus, et ça c'est vraiment bien, et ça va vous plaire. Je sais pas, c'était plus difficile pour moi de ne pas avoir mon ego, par exemple, de ne pas vouloir mettre en avant moi-même et mes lectures et ma culture et je sais pas quoi. C'était je sais pas pourquoi, c'est peut-être ça, sur d'autres langues ça le ferait autrement, mais j'ai dû faire un effort assez considérable sur moi-même pour me dire ok, j'adore, je sais pas, Le jeu des perles de verre de Hermann Hesse. Vraiment, est-ce que c'est le livre que... Vas-y, mets-le si tu penses que tu vas réussir à en vendre 10 dans l'année. Bon, je me suis dit peut-être que Siddhartha, c'est pas mal, finalement. Donc, non mais, je veux dire que
se dire que ce qui est compliqué, je trouve aussi, c'est que d'un côté, on projette une image du lecteur qu'en général, on rabaisse à plus débile qu'il n'est. Et de l'autre côté, on a une image de soi-même qu'on projette, où on voudrait être plus grand qu'on est, ce qui est un peu idiot, parce que c'est pas là qu'on est grand, mais on essaie de projeter une image de soi-même. Je pense que on a des espaces, votre rayon ou votre bibliothèque, votre médiathèque ou votre partie dont vous êtes responsable dans la médiathèque, c'est un peu vous. Et donc, on a envie d'être fier de ce truc-là, on a envie de projeter peut-être une image, on a des il faut que, on a des sortes d'injonctions de choses qui devraient être. On peut pas, comme voilà, on peut pas faire un rayon irlandais sans mettre Joyce. Bah, peut-être qu'à un moment on peut. Mais en revanche, je veux pas tout tirer vers le bas. Ce que je veux, moi, c'est tirer le lecteur vers le haut. C'est pas simplement tirer ma proposition vers le bas. J'essaie de regarder. C'est comme le cas de Balzac. Genre, moi, j'adore Balzac. Mais dans ma génération, ce qu'on apprenait de Balzac au collège ou au lycée, c'était les trucs les plus chiants de Balzac. Genre, comment vous voulez qu'à 14 ans, on s'intéresse au Père Goriot, quoi? C'est juste impossible. Et même Eugénie Grandet, cette espèce de vieille fille. Comment quelqu'un à 14 ans peut se projeter dans ce type de personnage? Alors que dans Les Illusions perdues, dans Splendeur et machin des courtisanes, là, il y a de quoi rêver. Il y a de quoi faire rêver des adolescents. Il y a de quoi se projeter dans des mondes plus vastes que soi et pas dans les subtilités de cœur et d'émotion d'une vieille fille rancie, quoi. Faut quand même. Je veux dire, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Faut quand même offrir aux gens des trucs qui les fassent un peu rêver. Mais c'est pas parce qu'on leur offre des trucs qui les font rêver qu'on est obligé de leur offrir de la littérature transparente à 2 balles. On peut offrir des trucs qui ont du contenu, qui ont de la vraie belle littérature. Mais prenons, donc je veux dire, si on veut vraiment mettre Joyce, ben, il y a peut-être un truc chez Joyce qui est plus facile, plus abordable, et qui fera plus plaisir à plus de lecteurs que d'aller mettre Ulysse, où le malheureux lecteur qui a pris Ulysse, on l'a dégoûté à vie de la littérature, quoi. Enfin, on n'est pas là pour dégoûter les gens. On n'est pas là pour les impressionner. On n'est pas là pour faire le Lagarde des Michards ou un censeur des bonnes mœurs. On est là pour faire apporter notre contribution pour que des gens, par la lecture, se disent qu'ils vont trouver des bonheurs, qu'ils vont trouver une richesse intérieure, qu'ils vont trouver quelque chose de divertissant, quelque chose qui va être quelque chose de plus, quelque chose d'intéressant dans leur vie. Et en plus, si on partage ça avec eux, on va doubler ou tripler l'intérêt de la chose, parce que il y a la lecture à titre personnel, et puis il y a le partage qu'on peut en faire avec d'autres. Donc pour faire ça, il faut identifier des livres. Et donc ce classement par langue, c'est un peu, je vais le vendre au concours Lépine, ça nous permet à nous, prescripteurs, de ne pas être noyés non plus devant une muraille et des trucs impossibles, parce que finalement, on saucissonne le problème en petites zones, et puis on essaie de trouver dans chacune de ces zones vraiment 10 livres, ou 5 livres, ou 20 livres, qui vont être vraiment bien, qui sont vraiment susceptibles de plaire à quelqu'un, et qu'on aura envie de défendre à un moment ou un autre sur une table, une mise en avant. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on arrive bientôt à la fin. Oui. Oui, bonjour. Alors moi, je ne suis pas bibliothécaire, je travaille dans l'édition. Du coup, je suis au début de la chaîne. Et en fait, du coup, je me demandais, tout ce travail et toute cette réflexion que vous avez fait au sein de la librairie, comment est-ce que ça a aussi influé votre casquette d'éditrice, à la fois aussi en termes du choix des textes? Est-ce que, par exemple, Zulma va publier un livre traduit du bulgare et aussi en termes de la façon dont vous pouvez aussi les valoriser en tant que maison d'édition auprès justement des libraires, des bibliothécaires et
plus globalement du public? En fait, oui, je vais publier le fameux titre bulgare que j'ai découvert en faisant mon truc. Là, oui, on le sort, on va le sortir à la rentrée prochaine. Angel Wagenstein, le Pentateuque ou les 5 livres d'Isaac. Retenez-le, c'est vraiment génial. Mais oui, cet effort-là, moi, je suis d'abord éditrice. Donc, accessoirement, on a créé une librairie. Mais mon premier métier, c'est l'édition. Donc, je suis toujours dans cette... Et surtout dans notre collection de poche, où c'est encore plus prégnant, c'est comment on fait pour trouver ces sortes de perles rares de la littérature qui touchent un spectre finalement très large de lecteurs. Et où on est, et moi, mon critère chez Jules, de toute façon, c'est que j'ai aimé le livre. Donc, si j'aime pas le livre, je le publie pas. Donc, mais dans la catégorie des livres que j'aime, quels sont ces livres qui vont être partageables? Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, j'ai publié un livre qui s'appelle De la forêt, d'un auteur bengali, Bibhuti Bhushan Banerjee. C'est un livre que j'avais découvert une dizaine d'années auparavant. Donc on se reporte à il y a 15 ans. Ce De la forêt de Bibhuti Bhushan Banerjee, pour moi, ça a été un coup de foudre. J'ai adoré ce livre. C'est un livre dont le héros, c'est la forêt, en gros. Il y a 15 ans, j'ai lu ça. Et je me suis dit, non, Laure, c'est bon, là, déjà, une traduction du bengali, faut déjà tracter les gens jusque-là. Mais alors, en plus, un livre où il n'y a pas vraiment une histoire, où l'histoire c'est les paysages, la forêt et tout ça, c'est juste pas possible, quoi. Donc Laure, calme-toi, on verra plus tard. Et puis 10 ans plus tard, d'un coup, j'ai dû recroiser la traductrice dans un couloir quelque part, enfin je sais pas. Bref, j'ai recroisé le livre en tout cas. Et là je me dis, waouh, c'est lui. Il faut que je le publie. C'est maintenant. Maintenant, les gens, ils vont comprendre cette histoire qu'on leur raconte. Alors, c'est pas parce que les gens étaient des imbéciles avant. C'est que moi, j'étais passionnée par la littérature bengali. Donc, j'ai lu plein de trucs de littérature bengali. J'adore et tout. Donc, ils venaient s'inscrire dans mon parcours sur cette littérature-là. J'adore le cinéma bengali. J'aime bien la littérature bengali et tout. Donc là, c'est un truc qui m'est plus spécifique, que je peux partager avec d'autres amateurs de bengali. Mais donc voilà, l'auteur, il s'inscrivait là. Et je me suis dit, non, mais là, d'un coup, on s'en fout que ce soit traduit du bengali, en fait. C'est cette histoire de forêt qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui parle aux gens. C'est quelque chose qui va... le thème est assez fort, assez d'actualité pour permettre de... passer outre ce qui, moi, m'intéresse, qui était le bengali initialement, et pour toutes les difficultés culturelles, tous les trucs où c'est un peu éloigné, un peu plus compliqué, finalement, cette histoire de forêt, elle est tellement forte, et c'est maintenant qu'il faut le publier, parce que là, ça va vraiment parler au lecteur. Voilà, je ne sais plus si j'ai répondu à la question, mais voilà. On a le temps pour une dernière question rapide. Pour l'anglais, vous avez segmenté par zone géographique, l'anglais australien, l'anglais américain. Non, ça n'a rien à voir, mais du coup, je me disais peut-être finalement c'est le genre qui importe plus que l'origine par rapport à cette histoire de forêt, et qu'on pourrait vendre ou valoriser plutôt par des thèmes ou des styles d'écriture plutôt que par l'endroit dont ils viennent. Alors, en tout cas, je le reprends, c'est pas l'endroit d'où ils viennent. C'est la langue dans laquelle ils écrivent. Et pourquoi ça? C'est parce que ce que vous dites là, c'est les mises en avant. Vous voyez, on a un classement, et puis après, on fait des mises en avant, des animations, des machins qu'on invente. Et là, on remélange tout dans tous les sens. Et on crée un bouillonnement, une émulation de la vie. Mais on a besoin d'un critère objectif. Parce que sinon, on devient fou furieux. Donc, le seul critère objectif, à mon sens, c'est la langue d'écriture. Et puis, après, on a toute l'inventivité du monde
Et voilà. Et je pense honnêtement, en plus, que la langue d'écriture, c'est beaucoup plus un critère que l'alpha auteur. Parce que si vous voulez juste 5 minutes, l'alpha auteur, Odur Ava Olavsdottir, nous, on appelle ça son nom de famille, Olavsdottir, et on le classe à O. Mais en soi, c'est une hérésie. Le fait qu'elle écrive en islandais, ça, c'est pas une hérésie. R.K. Narayan, auteur indien, R.K. c'est son prénom, Narayan c'est son nom de famille, on le classe à N, mais en fait non, R.K. c'est le nom de son père machin, Narayan c'est son prénom pour de vrai. Donc même l'idée d'alphabétique, c'est pas si machin que ça. Donc la langue d'écriture. Après, on invente plein de machins. Et alors, pour répondre, non, ils écrivent en anglais, la mention qui vient derrière, anglais Australie, anglais États-Unis, anglais Écosse, anglais je sais pas quoi, en fait, c'est pas une mention qui qualifie la langue d'écriture. C'est une mention qui qualifie le lieu de naissance, d'habitation ou de je ne sais quoi de l'auteur. Et donc, on va pouvoir retrouver... non mais j'ai essayé. Donc allez-y, bon courage. Vous avez sûrement essayé aussi si vous posez la question. Mais je veux dire, on va en rassembler 3-4 qui seront bien australiens, 4-5 qui seront bien écossais, irlandais, néo-zélandais, machin. Et à la fin, on a une sorte de grand tout là, où les mecs ils bougent tout le temps, ils sont jamais là où ils sont censés être canadiens et ils nous font un roman sur les îles Fidji. Et puis après ils nous parlent du Japon ou d'autres choses. C'est infernal. Ce serait génial de réussir à le faire. Mais ça n'est pas possible parce que c'est une assignation de l'individu auteur et davantage qu'une qualification de la langue. Justement, si on parle de la langue, est-ce qu'il n'y a pas un anglais spécifique, irlandais par exemple, différent d'un anglais américain? Justement, il y a surtout des anglais spécifiques par auteur. Mais c'est vrai, c'est complètement vrai ce que vous dites. Joue là-dessus. Non, mais c'est absolument vrai. Il y a des spécificités de toutes ces langues. Il y a même Harry Potter qui est traduit en américain. Donc, c'est pas le même livre, c'est pas le même texte. Vous avez parfaitement raison. Mais sauf que là, mais ça ne marche pas dans la pratique parce qu'on a toute une zone intermédiaire où les gens bougent, où les gens inventent des langues, où les gens se mélangent et mélangent tout. Parce qu'ils sont, comme nous tous, le fruit et le résultat de mélanges, et qui ne sont même pas des mélanges fixes, parce que dans notre vie, ça va bouger. Et un écrivain, il va bouger. Donc, à un moment, il va vouloir utiliser une langue spécifiquement australienne, qui, en effet, existe. Et le lendemain, il va le matiner avec un truc qu'il aura sorti de la Louisiane, parce que, je ne sais pas quoi, c'est son nouveau... Donc, ça... reste l'anglais. Voilà. De même, le français qu'on écrit en Algérie, le français qu'on écrit au Sénégal, le français qu'on écrit au Québec, en Suisse ou en France, a plein de variantes. Et le français qu'écrit tel auteur n'est pas le français qu'écrit tel autre auteur. Globalement, c'est le français. Merci beaucoup à tous. Merci Laure, surtout. Merci.